Radio J. Radio J. Géopolitique le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Et nous rejoignons pour le début de cette deuxième partie de Géopolitique le MAG, la géopolitologue Léa Landman. Bonsoir Léa. Bonsoir Steve. Et merci de nous rejoindre comme chaque semaine. Et vous vous intéressez ce soir à la reprise annoncée des négociations pour la délimitation des frontières terrestres entre Israël et le Liban. Eh oui, alors focus cette semaine sur l'annonce mardi donc, de négociations entre Israël et le Liban, comme vous l'avez dit, sur les frontières. Je dis bien Israël et le Liban cette fois. Donc la dernière fois qu'il y a eu des négociations entre les deux pays, c'était en 2022, pour délimiter les frontières maritimes. On en a parlé en première partie avec Bruno Tertrais. Ok, alors super. Alors donc après en fait une rencontre entre les 4 acteurs de l'équipe d'observation du cessez-le-feu, c'est-à-dire les États-Unis, la France, le Liban et Israël, dans les bureaux de la finule, on le note, les parties ont annoncé la création de 3 groupes de travail. Alors il s'agit de discuter des avant-postes militaires israéliens au Liban. Donc Israël a établi ces 5 avant-postes pour éviter une infiltration en fait du Hezbollah en Israël, mais pas seulement, aussi du Hamas et du djihad islamique. Israël a déjà prévenu qu'il n'avait pas l'intention de les tenir indéfiniment et que Tsahal se retirerait quand le Sud-Liban serait démilitarisé du Hezbollah, ou en tout cas le temps que l'armée libanaise réinvestisse l'espace. Deuxièmement, c'est cette fameuse ligne bleue et des points de tension le long de cette ligne bleue, 13 en tout. C'est une ligne qui est de facto la frontière. Et donc, les 13 points au long de la frontière sont contestés. Elle a été dessinée en fait par l'ONU en 2000 après le retrait d'Israël du Sud-Liban, mais elle reste quand même une source de tension qui devrait quand même être plus ou moins réglée lors de négociations. Et troisièmement, c'est les prisonniers libanais détenus en Israël. Comme geste de bonne foi, Israël libère 5 prisonniers, dont un du Hezbollah. Léa, pourquoi l'annonce cette semaine de la reprise de ces négociations, de l'ouverture de négociations, est-elle si importante selon vous ? Alors j'ai rigolé Steve cette semaine parce que je me dis on a au moins une fois par semaine un point hyper important. Mais là c'est vraiment hyper important. Là, c'est vraiment hyper important. Barak Ravid pour Axios mentionne 4 raisons. 1, c'est le push américain pour mettre autour de la table en fait Israël et le Liban directement. Deuxièmement, ça renforce le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Troisièmement, ça permettra de résoudre les tensions le long de la frontière, donc le long de cette ligne bleue. Et quatrièmement, c'est le point sur lequel je voudrais moins m'attarder aujourd'hui, c'est-à-dire que ces pourparlers constituent également un premier test important des relations entre le gouvernement israélien et le nouveau gouvernement formé au Liban il y a quelques semaines. Ces pourparlers font passer en fait les deux pays de la dimension militaire à la dimension diplomatique. Et l'étape d'après, Léa, ce serait une éventuelle normalisation des relations diplomatiques entre Beyrouth et Jérusalem ? Alors, c'est ce qu'a aussi déclaré une source du bureau du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Des négociations diplomatiques sont en cours entre les pays. Il a aussi dit que le but est une normalisation avec le Liban. Alors, pour calmer l'excitation générale, des sources libanaises ont dit que la normalisation n'est pas sur la table. Il n'empêche que négociation il y a, dans un Moyen-Orient complètement changé qui priorise en fait la stabilité nationale et les alliances régionales. D'ailleurs, Joseph Aoun, le nouveau président libanais, le nouveau président, dans une interview pour Asharq al-Awsat, a dit lui-même que les décisions de guerre et de paix sont dans les mains du gouvernement. C'est une question de souveraineté. Il a déclaré « Il n'est plus permis à quiconque, en dehors de l'État, d'accomplir son devoir national de protection de la terre et du peuple. Lorsqu'il y a une agression contre l'État libanais, c'est l'État qui prend la décision et qui détermine comment mobiliser les forces pour défendre le pays. » Alors effectivement, en plus du besoin de désescalade militaire, ces négociations sont aussi une manière pour les États-Unis et la France d'exercer une pression sur Beyrouth afin de renforcer en fait la souveraineté du gouvernement libanais face aux influences étrangères, notamment iraniennes et syriennes. Léa, tous les acteurs en présence veulent profiter de l'affaiblissement militaire et politique désormais du Hezbollah pour avancer leur pion ? Alors oui, en fait, ces négociations, on peut le dire, c'est vraiment le résultat direct de cet affaiblissement. Il y a aujourd'hui, pour la première fois depuis des décennies, une opportunité de stabiliser le Liban et de libérer des forces non étatiques, à savoir le Hezbollah, mais aussi des influences syriennes de Bachar el-Assad, donc à l'époque, mais qui restent quand même, et surtout de l'Iran. Le président Aoun et le premier ministre Nawaf Salam sont clairs là-dessus. Et la configuration politique fait que le Hezbollah n'exerce plus la même pression ni la même influence.
En plus de ça, le père du gendre donc de Donald Trump, le fameux homme d'affaires libanais Bolos, a pour but de stabiliser le Liban, de faire venir des investissements étrangers. Il est également à l'écoute des besoins sécuritaires israéliens et ça, c'est vraiment important. Donc pour le Liban, c'est un moment charnière. Cette semaine, par exemple, le FMI et la Banque mondiale étaient au Liban pour présenter des plans de financement pour l'un et de reconstruction pour l'autre. Donc on comprend bien que pour le Liban, les enjeux sont énormes et le timing est critique évidemment. Et très clairement, la dynamique de changement continue sa course au Moyen-Orient. Alors oui, encore une fois, c'est vrai que tout le monde a essayé de calmer l'histoire de la normalisation, mais pour revenir à la restructuration régionale, autant en 2006, le Hezbollah s'est senti vainqueur et avait le soutien des grandes puissances régionales, autant aujourd'hui, sauf pour les followers un peu tête brûlée chiites du Hezbollah, il est clair que le parti de Dieu est affaibli. Il n'a le soutien que de l'Iran, et encore juste parce qu'en fait, l'Iran a perdu aussi des grands assets en fait dans la région. Surtout les pays arabes, avec en tête l'Arabie Saoudite, mais aussi le Qatar, veulent voir un Liban stable, qui n'est pas contrôlé par les Mollahs ou le Hezbollah. Ça rentre complètement dans la manière dont Mohamed Ben Salman est en train de reconstruire le rôle diplomatique de l'Arabie Saoudite comme négociateur régional. Il cherche à repositionner l'Arabie Saoudite comme acteur incontournable du dialogue régional en poussant vers une stabilisation du Liban, tout en marginalisant les groupes liés à l'Iran et en encourageant une nouvelle approche diplomatique qui favorise les États pragmatiques. On l'a dit plusieurs fois, c'est le rôle qu'a créé Ben Salman pour l'Arabie Saoudite est complètement incroyable quand on pense à où était l'Arabie Saoudite en 2001, par exemple. C'est-à-dire que les shifts les changements sont vraiment fous. Maintenant, je sais qu'on est loin d'une normalisation entre Israël et le Liban, mais ce mot qui flotte et qui aurait été impossible sans les accords d'Abraham, et si une normalisation venait à se concrétiser, et on a quand même le droit d'y rêver un peu quand même, ça marquerait vraiment un tournant historique pour le coup, brisant un tabou régional et reconfigurant l'équilibre des forces au Moyen-Orient. Ron Ben Ishai disait dans Yediot Ahronot que quand même... c'est une reconnaissance de facto d'Israël entre des pays. Le Liban est un pays ennemi pour Israël. Le Liban reconnaît à peine Israël, mais était obligé en 2022, en négociant avec Israël. C'est une reconnaissance de facto. Après, on n'oublie pas quand même que quand les Saoudiens ont parlé qu'ont proposé cette proposition saoudienne pour la paix il y a 15 ans, 16 ans maintenant, en 2003, l'idée était de dire... Oui, un peu plus que 15 ans, c'est juste que dans ma tête, ça passe pas le temps, on est toujours au même endroit. Faut l'accepter là. Faut l'accepter, ouais, 20 ans, 22 ans. L'idée était quand même de dire, ce seront tous les pays arabes qui accepteront de normaliser leurs relations avec Israël en échange d'un État palestinien. Mais quand on sait que c'est le Liban, ça a quand même une dimension complètement une autre dimension c'est pas du tout anecdotique. Un peu de la science-fiction. Non, c'est pas anecdotique. Et c'est pas anecdotique parce que le Liban prend une place tellement importante pour les Européens, pour les Américains maintenant, etc. Donc c'est vraiment un dossier à suivre et on verra comment ça se développe. Mais en tout cas, c'est clair que sans les accords d'Abraham, cette possibilité de normalisation ne serait même pas possible. Merci beaucoup Léa Landman d'avoir été avec nous. Comme chaque semaine, on peut vous réécouter notamment en vidéo sur notre chaîne YouTube. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Merci Steve, à la semaine prochaine.